Bonjour et bienvenue à tous. Je vous remercie d'être aussi nombreux à vous être inscrits et à être présents à cette conférence en ligne Sommeil, mon allié santé. CCMO Mutuel est un acteur santé et à ce titre, nous proposons régulièrement des actions de prévention à l'image de la semaine du sommeil qui se mène ce jour-ci dans nos agences. En cette période si particulière, il est important pour nous de vous accompagner, pour vous aider à faire face aux difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien et en vous aidant notamment à trouver un bon sommeil. Le sommeil, en effet, est un sujet qui nous concerne tous. Un tiers des Français souffrent de troubles du sommeil et ce phénomène est encore accentué en cette période de crise sanitaire. J'espère que cette conférence en ligne vous apportera les réponses à vos questions et vous donnera les clés pour mieux dormir et retrouver un sommeil de qualité. Je laisse maintenant la parole à Anne Boufflers et Jeanne Rose, chargées de prévention à la Mutualité française. Au nom de la Mutualité française Hauts-de-France, Anne et moi sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous tenons à vous remercier d'être présents et si nombreux, ainsi que la CCMO pour avoir organisé cet événement. En 2 mots, la Mutualité française Hauts-de-France est une fédération de mutuelles qui œuvre pour l'accès aux soins et la prévention santé dans la région des Hauts-de-France. Nous sommes réunis ce soir pour parler ensemble du sommeil, qui, nous le verrons, est un véritable allié pour notre santé. Alors tout d'abord, nous souhaitions vous poser une première question. À votre avis, combien de temps de notre vie le sommeil occupe-t-il? Le sommeil occupe un tiers de notre vie, ce qui est considérable. C'est pourquoi il faut donc faire particulièrement attention à son sommeil et à sa qualité. C'est vrai si on a 60 ans, on a dormi 20 ans. Donc, c'est assez énorme. Et du coup, Anne, ça sert à quoi de dormir? Alors, le sommeil a plusieurs rôles importants. Tout d'abord, il est reconnu comme un facteur essentiel d'équilibre psychologique et de récupération physique et mentale. C'est-à-dire que quel que soit notre âge, notre environnement ou notre état de santé, il est important de s'en préoccuper. Par ailleurs, il joue un rôle réparateur essentiel et est impliqué dans la régulation de la plupart de grandes fonctions physiologiques du corps, comme la régénération cellulaire ou encore la mémorisation. Pendant que nous dormons, nous sécrétons plusieurs hormones, par exemple l'hormone de croissance, notamment chez les enfants, l'insuline, qui est une hormone de la régulation du taux de sucre dans le sang. Ensuite, nous sécrétons de la testostérone et de la prolactine, qui, elle, intervient notamment dans l'immunité. Sachez qu'il existe 3 profils de dormeurs. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les courts dormeurs, qui ont un temps de sommeil inférieur ou égal à 6 heures. Les petits dormeurs représentent à peu près 10% de la population. Ils dorment peu, mais sont en parfaite forme au réveil. Il y a ensuite les moyens dormeurs, qui dorment entre 7 heures et 8 heures par jour. Et enfin, les longs dormeurs, qui ont un temps de sommeil supérieur à 8 heures. Nous devons dormir par nuit 7 à 9 heures pour être en forme, mais il s'agit là d'une moyenne, évidemment. Certaines personnes n'ont pas besoin de 7 à 9 heures pour être en forme. Nous allons justement voir dans la diapo suivante les recommandations par classe d'âge. Donc, sur le petit diapo, vous pouvez voir que le temps de sommeil nécessaire n'est pas le même tout au long de la vie. Plus nous vieillissons, moins nous avons besoin de dormir. Jeanne, peux-tu nous expliquer cela? Oui, tout à fait. Alors, vous le savez peut-être, mais le sommeil est un besoin fondamental de l'enfant. Il lui assure un bon développement physique, psychique et cognitif. Un sommeil de bonne qualité est donc essentiel à son développement et l'aide dans ses apprentissages. Pendant qu'il dort, l'enfant consolide tout ce qu'il a appris au cours de sa journée et c'est considérable quand on est un enfant. En vieillissant, notre corps a besoin de moins de sommeil car notre croissance est terminée et que nous faisons moins d'apprentissage au quotidien. Mais il n'en reste pour le moins indispensable de dormir au moins 7 heures pour le repos et la régénération du corps. Donc voilà, pour les adultes de 26 à 64 ans, il est conseillé de dormir 7 à 9 heures. Et nous avons comme durée acceptable pour la moyenne basse 6 heures et pour la moyenne haute 10 heures. Alors nous allons à présent faire un focus sur le sommeil des Français, parce que
nous savons, vous, combien vous dormez par nuit à peu près, mais en moyenne, on peut voir que les Français dorment environ 7 heures par nuit en semaine et 8 heures le week-end. Une étude de Santé publique France a montré début 2019 que pour la première fois, et c'est assez marquant, les Français dorment moins de 7 heures par nuit et que nous avons donc perdu 1h30 de sommeil en 50 ans. Donc c'est considérable. Et pour expliquer cela, les chercheurs disent que nos modes de vie se sont peu à peu opposés au sommeil. On considère de plus en plus que c'est quelque chose d'accessoire. Donc cela peut s'expliquer par 3 déterminants. Tout d'abord, des horaires de travail décalés. 20% des Français travaillent de nuit ou en horaire décalé. Ensuite, il y a les temps de trajet quotidiens qui sont de plus en plus longs pour se rendre au travail. Et puis enfin, les nouvelles technologies, puisque 50% des Français dormiraient avec leur smartphone ou tablette. Il y a donc un surinvestissement du temps passé devant les écrans. On va dire que la dette de sommeil, donc c'est la différence entre le temps de sommeil idéal et le temps de sommeil réel, et que pour les personnes qui dorment moins de 6 heures, on parle de dette de sommeil tout simplement. Et par contre, les personnes qui dorment moins de 5h30, là, elles auraient une dette de sommeil sévère. Merci beaucoup Anne pour ces explications. J'ai une question de Francine qui nous demande pourquoi le sommeil est moins bon au fur et à mesure de la vie. Eh bien justement, vous avez un petit peu anticipé le déroulé de notre intervention parce que nous allons en parler en fait par la suite. Donc vous aurez votre réponse, Francine. Alors, comme vous le voyez sur l'image, le sommeil est organisé en cycles. Un cycle dure entre 90 et 120 minutes. Une nuit se compose de 4 à 6 cycles qui s'enchaînent. Avant chaque nouveau cycle, il y a une période de latence de quelques minutes durant laquelle soit nous nous réveillons, soit nous repartons sur un nouveau cycle. Les petits et longs dormeurs ont habituellement le même nombre de cycles de sommeil, 4 à 6 par nuit. Seulement, chez le petit dormeur, le stade 2 est très court et il rentre très vite dans un sommeil lent, très récupérateur. Donc, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, il y a plusieurs phases dans le sommeil. La première correspond à l'endormissement. Donc, dans cette phase-là, on bâille, on a les idées qui se brouillent, les yeux qui piquent, un engourdissement musculaire. Ensuite, la deuxième phase, on a le sommeil lent léger, où là, on n'entend plus rien, on comprend, mais on ne peut pas agir. Et le réveil, on entend encore des bruits, et le réveil est encore relativement facile. Ensuite, on a la troisième phase, qui correspond au sommeil lent profond, où là, on n'entend plus rien du tout, on se coupe totalement du monde extérieur, le corps est endormi, on n'a plus aucun mouvement, et c'est dans ce moment-là qu'a lieu la récupération physique. Ensuite, nous avons le sommeil paradoxal, où là, nous rêvons. Et pour information, un adulte, les personnes en général, dorment 1h40 par nuit, ce qui est assez considérable. Rêve. Oui, rêve, excuse-moi Jeanne, rêve environ 1h40 par nuit. Et on a tendance à remarquer que la durée des rêves s'allonge au fil de la nuit. Parce qu'effectivement, 1h40 par nuit, ça faisait un petit peu court. Justement, on a une question qui est arrivée pendant que tu parlais, Anne, d'une personne qui demande si la sieste est comprise dans les heures de sommeil. Effectivement, quand je vous ai parlé des profils de dormeurs tout à l'heure, en fait, c'est le temps de sommeil total sur la journée. Donc, quand on parle de 7 à 9 heures recommandées par jour, c'est vraiment sieste compris. Donc, maintenant que ces précisions sont faites, nous allons voir le rythme circadien. Donc, c'est un rythme biologique d'une durée de 24 heures environ. Il regroupe tous nos rythmes biologiques naturels, comme le niveau de vigilance, la température corporelle, la régulation des hormones, la circulation sanguine, la pousse des cheveux et le cycle veille-sommeil qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, Anne, peux-tu nous expliquer comment notre sommeil est régulé? Vous pouvez le voir sur le schéma, notre sommeil est régulé par 2 hormones. On a d'abord le cortisol, qui lui va favoriser l'éveil et l'attention. Et ensuite, nous avons la mélatonine, qui est appelée hormone de la nuit. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, les courbes sont inversées en fonction de l'alternance du jour et de la nuit. La mélatonine va augmenter à partir de 18 heures pour atteindre un pic
vers 2-3 heures du matin, puis elle va redescendre pour atteindre un faible niveau vers 6 heures du matin. Le cortisol, lui, à l'inverse, atteint son pic à 9 heures du matin, puis il redescend progressivement pour atteindre un faible niveau entre 21 heures et 3 heures du matin. Alors, nous allons voir plus précisément le rôle de la mélatonine dans la diapo suivante. Alors effectivement, la mélatonine, hormone de la nuit, est sécrétée par une glande du cerveau, que l'on appelle également glande pinéale, puis elle est libérée dans le sang. Cette hormone permet de faire ralentir l'activité corporelle et donc de provoquer la somnolence, et elle va ainsi contribuer à l'endormissement et favorise le maintien du sommeil. Cette hormone va également favoriser la perte de chaleur et donc la baisse de température qui, elle, va faciliter l'endormissement. Or, nous voyons que cette hormone va être bloquée par la lumière du jour et par l'exposition à la lumière artificielle. Donc, c'est pour cette raison que nous vous conseillons de vous exposer à la lumière naturelle plusieurs fois par jour, c'est-à-dire de sortir dehors, notamment en matinée, puisque c'est à ce moment-là où c'est le plus bénéfique. Et d'autres situations peuvent être également responsables de sa sécrétion, de sa perturbation de sécrétion, telles que les décalages horaires. Par exemple, lorsque vous prenez l'avion et que vous êtes avec des horaires décalés, ou alors des horaires de travail irréguliers. Et cela peut être causé également par une diminution de la vue. Alors malheureusement, la sécrétion de la mélatonine ne reste pas fixe au cours de la vie. Nous en sécrétons de moins en moins en vieillissant. Donc les personnes âgées vont être ce qu'on appelle en avance de phase, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à se coucher plus tôt, mais aussi à se lever plus tôt. Donc ça fait partie des explications à la question que j'avais tout à l'heure sur la qualité du sommeil qui est de moins en moins bonne avec l'âge. Mais on verra qu'il y a d'autres aussi explications. On voulait noter aussi qu'il est important de respecter son horloge biologique et d'aller se coucher aux premiers signes de fatigue. Ces premiers signes peuvent être des frissons, des bâillements, les paupières lourdes, etc. Et d'aller se coucher dans une chambre sombre. On ne le dira jamais assez, on est tous différents, on a tous notre propre rythme et notre propre horloge biologique. Donc, si vous vivez avec un conjoint, une conjointe, ne vous calquez pas sur son rythme qui ne sera forcément pas le vôtre en fait. Donc, si vous sentez des signes de fatigue, allez vous coucher et inversement, si la personne qui est dans votre vie va se coucher plus tôt que vous, n'allez pas dans le lit, de toute façon, vous ne dormirez pas. Alors, on va enchaîner avec une nouvelle question. À votre avis, le sommeil est-il uniquement influencé par la lumière et l'obscurité? La réponse est fausse. Plusieurs choses peuvent interférer avec le sommeil en dehors de la luminosité. Il y a en particulier la température. Vous avez déjà remarqué que quand il fait chaud, nous trouvons le sommeil moins facilement l'été. Ensuite, il y a l'activité, et notamment l'activité physique. Cette partie-là, sur l'activité physique, nous en reparlerons un peu plus tard dans la conférence. Et puis enfin, il y a le cortisol, qui est l'hormone du stress. On voit bien que quand on a des soucis ou que l'on a passé ou que l'on va passer une journée stressante, le sommeil va être plus capricieux. Justement, nous allons voir dans la prochaine diapo ce qui peut favoriser notre sommeil. Alors voici quelques éléments que nous pouvons mettre en place pour favoriser notre sommeil. Ce sont ce qu'on appelle des donneurs de temps extérieurs qui vont contribuer à synchroniser notre horloge biologique sur le rythme de 24 heures, en envoyant à notre corps et à notre cerveau des signaux qui leur permettent d'adapter nos rythmes internes à notre environnement. Il y a d'abord, et Anne vous l'a longuement expliqué, l'alternance jour-nuit, donc qui contrôle la sécrétion de la mélatonine. Ensuite, il y a toutes les activités, donc ça comprend les contacts sociaux, et on en a un petit peu moins en ce moment, l'école, le travail, les activités de loisirs. Ces activités sont essentielles pour notre équilibre physique et mental et vont venir rythmer notre journée. Il y a enfin les horaires des repas et leur composition qui vont influencer le sommeil dans sa durée et sa composition.
Pour terminer, j'avais remarqué une question de Christian qui nous demande si le taux de mélatonine augmente lorsque l'on roule en voiture la journée. Et si oui, pourquoi? Alors, pas du tout. La mélatonine, on a vu qu'elle était surtout influencée en fait par l'alternance luminosité-obscurité. Donc, alors je fais peut-être le lien avec les somnolences qui peuvent avoir lieu quand on prend la route et qu'on roule sur toute la journée. Ça va plutôt être l'état de fatigue qui va influencer et non la mélatonine. La mélatonine, elle commence à être sécrétée à partir de 17 h le soir et elle atteint son pic vers 2-3 heures du matin, comme vous l'avez montré, Anne. Donc on va avancer justement en faisant un point sur la sieste. Alors oui, la sieste. On remarque qu'un Français sur 3 fait la sieste au moins une fois par semaine. C'est une pratique qui peut être considérée comme normale en Chine et en Espagne. En Chine, on voit bien que la sieste est même inscrite dans l'article 43 de la Constitution et est réglementée. En France, c'est pas le cas et puis il peut y avoir parfois des avis négatifs à faire la sieste. Pourtant, plusieurs études ont montré ses bienfaits sur la mémoire et sur la concentration et elle permet également de lutter contre le stress et d'améliorer la réactivité. Dans l'idéal, pour les adultes, une sieste doit être comprise entre 10 et 20 minutes et idéalement, elle devrait avoir lieu entre 13 h et 15 h. Donc, ce temps de sieste, qui est composé uniquement de sommeil lent léger, est idéal pour se donner un petit coup de boost sans sombrer pour autant dans un sommeil profond. Au réveil, nous remarquons que les capacités de concentration et de vigilance sont restaurées, tout comme l'humeur et les performances cérébrales. Cette sieste va donc permettre de rendre plus productif et sans effet secondaire. Il y a aussi, lorsque l'on a moins de temps, la sieste flash, qui elle dure 5 minutes ou moins. Dans cette sieste flash, il n'y a pas de sommeil réel, c'est juste un moment de détente qui peut se pratiquer dans les transports en commun, par exemple, ou alors au bureau. Et cette sieste flash va permettre d'améliorer l'attention. Merci Anne. Donc vous l'aurez compris, si vous n'avez pas bien dormi la veille, vous pouvez faire une sieste de maximum donc 30 minutes. C'est la durée en fait qui va faire profiter le corps d'un effet réparateur. Mais attention parce que ça peut provoquer des sensations d'étourdissement au réveil. Si la sieste est trop longue, il sera plus compliqué de reprendre vos activités et le sommeil sera plus difficile à trouver au moment de se coucher le soir. Il est préférable que vous fassiez la sieste en dehors de votre lit, même si c'est tentant d'aller retrouver son lit en pleine journée. Si vous en ressentez le besoin, on ne peut que vous conseiller la sieste, sauf pour les personnes qui souffrent d'insomnie, parce que du coup, ça peut aggraver encore plus la situation. Si vous ressentez un coup de fatigue, notamment en début d'après-midi, on peut aussi vous conseiller de sortir en extérieur. Ça vous remettra un peu d'énergie de vous exposer à la lumière naturelle. Enfin, si vous mettez plus de 20 minutes à vous endormir pour la sieste, c'est que ce n'était pas le bon moment ou alors que vous n'en aviez pas besoin. On parlait tout à l'heure de la sieste flash. Moi, j'avais aussi envie de vous parler de la sieste au travail. S'il y a des personnes qui sont actives ici, ça pourrait les intéresser. Alors, pour faire la sieste au travail, je vous recommande de vous mettre dans un endroit calme, éloigné de la lumière vive, et de vous reposer 10 à 20 minutes dans un fauteuil confortable en s'aidant de techniques de relaxation. Et après la sieste, il faut s'étirer, se masser le visage et s'exposer à une forte luminosité. J'ai vu 2 questions. La première de Jérôme qui nous demande quelles conséquences si on fait une sieste de plus de 1 heure. Alors, Jeanne l'a évoqué dans son propos, c'est qu'on aura un peu du mal au réveil. On aura un peu la tête étourdie et puis on peut avoir plus de mal à se remettre dans ses activités. C'est pour ça qu'on conseille généralement de faire une sieste plus courte. Exactement. Et un autre conseil qu'on ne vous a pas cité, on dit souvent qu'il faut faire la sieste avec une paire de clés dans les mains. Et quand elle tombe, c'est qu'il faut se réveiller en fait. Le bruit va nous réveiller et c'est qu'il faut s'arrêter. Donc si possible, ne pas faire des siestes trop longues pour ne pas amputer sur votre nuit. On a une question également, une personne qui nous demande si on peut récupérer les heures de sommeil perdues lors du week-end.
Alors ça, c'est un petit peu tentant aussi. On aurait tendance à être à 100 à l'heure la semaine et de se dire qu'on se reposera le week-end. Euh, je pense que la régularité dans le sommeil, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. En fait, il faut essayer de, même en semaine, s'efforcer à dormir au moins 6 voire 7 heures par nuit pour être en forme et être en bonne santé. Et ne pas se dire que la semaine, on peut se permettre de dormir 5 heures si le week-end, on va pouvoir en dormir 10, pardon. Alors, on va passer à une partie intéressante et voir que certains aliments induisent le sommeil alors que d'autres sont stimulants. Alors oui, effectivement, les repas font partie des donneurs de temps. Il est donc important de manger à des horaires réguliers, évidemment dans la mesure du possible, et essayer de maintenir 3 repas par jour à caler effectivement en fonction de son rythme de travail. Il est important de prendre un petit déjeuner pour éviter les grignotages, et il est également conseillé de ne pas sauter le repas du soir parce que si vous avez faim au cours de la nuit, votre cerveau va rester en alerte et cela peut perturber votre sommeil. Il n'y a pas d'heure exacte, de repas conseillé pour le soir, tout dépend de votre heure de coucher. Le repas du soir, ne doit pas être pris trop tôt, sous peine de provoquer un réveil matinal, pour cause de fringales. Vous allez avoir faim si vous mangez trop tôt, ni trop tard, donc c'est pas bon de manger trop tard non plus, parce que la digestion entraîne une augmentation de la température du corps, d'autant plus si le repas a été lourd. Or, on a vu précédemment que la température interne du corps, est une condition indispensable au sommeil. C'est pourquoi, dans l'idéal, il est préférable de manger 2 à 3 heures avant de se coucher. Que manger? Pas facile de s'y retrouver. On va voir dans un premier temps qu'un régime trop gras va modifier la sensibilité de l'organisme à l'orexine, qui est une hormone qui stimule l'éveil et participe à l'envie de manger. En effet, si on prend un repas trop gras le soir, notamment riche en graisse saturée qui est présente dans les viandes grasses, le fromage, les charcuteries, les plats industriels, va rendre plus difficile le travail de digestion, élever la température corporelle comme Anne vous l'a dit, entraîner une fragmentation du sommeil et diminuer le temps de sommeil profond. Si on mange un repas trop gras en journée, on va favoriser la somnolence. Donc vraiment, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages. En revanche, si on prend un repas trop léger, ça comprend un fort risque d'hypoglycémie, surtout chez les femmes enceintes, les personnes diabétiques et les personnes âgées. Donc on va donc essayer de trouver l'équilibre ensemble. Et effectivement, il est déconseillé de prendre un repas trop riche en protéines, notamment lorsqu'elles sont d'origine animale, parce qu'elle augmente la production de dopamine qui, elle, stimule l'activité motrice. Donc généralement, après un repas trop riche en protéines, la température du corps va s'élever et cela peut nuire à l'endormissement. En revanche, il n'y a vraiment aucun problème pour la consommation de protéines d'origine végétale, comme par exemple les graines, les légumineuses ou encore le quinoa. Alors passons maintenant à la caféine, parce que nous savons que dans les Hauts-de-France, nous sommes de gros consommateurs de café. La caféine s'accumule en fait au cours de la journée et va s'éliminer très lentement. C'est assez connu, mais ça retarde l'endormissement et ça provoque un sommeil plus fragmenté et moins réparateur. Nous n'avons heureusement pas tous la même sensibilité à la caféine, mais l'idéal serait de réduire sa consommation à 2 ou 3 cafés par jour, pris avant 15 heures. On peut aussi trouver de la caféine dans le thé. La théine est en fait de la caféine, mais le thé contient 7 à 10 fois moins de caféine que le café. Donc si vous êtes branché boisson chaude, c'est vraiment à privilégier. Attention, plus le thé sera infusé, plus le thé sera fort en caféine. Pour éviter l'effet stimulant de la caféine, on vous conseille de vous tourner plutôt vers tout ce qui est rooibos et tisane. Anne vous expliquera plus tard les tisanes à préférer pour votre sommeil. On a aussi remarqué que certains sodas, notamment le Coca-Cola pour ne pas le citer, contiennent l'équivalent d'1 à 2 tasses de café par litre. Donc vraiment, il faut modérer sa consommation et ça vaut également pour sa santé parce que c'est très très sucré.
Et dans les boissons à éviter, on peut également noter les boissons énergisantes. Il faut savoir qu'une canette classique de Red Bull ou de Burn Energy de 25 centilitres contient 80 mg de caféine. Donc, cela représente la même quantité qu'une tasse de café. Donc, dans une petite canette, vous avez autant de caféine que dans une tasse de café et c'est pas négligeable. Et ensuite, si on a un aliment à déconseiller après 16 heures, ça va être le chocolat, parce que le chocolat renferme de la théobromine, dont le composé chimique est proche de celui de la caféine. Donc même si ça en contient moins que le café, ça reste pas négligeable. Et la présence de théobromine dans le chocolat est fort présente, notamment dans le chocolat noir, et un peu moins par contre dans le chocolat au lait et dans le chocolat blanc. Et puis, c'est pas pour autant qu'il faut se passer du chocolat, parce que le chocolat est une substance qui va être un stimulant doux et qui va améliorer l'humeur et jouer un rôle d'antidépresseur. Merci beaucoup, Anne. Alors, on va passer à la partie alcool. Il faut y faire aussi très attention parce que l'alcool induit le relâchement du tonus musculaire et donc ça peut faciliter l'endormissement. Et par contre, ça a été prouvé que ça perturbe le sommeil et la régulation de l'eau dans le corps. De plus, l'alcool favorise le relâchement des voies aériennes supérieures et ça va aggraver les phénomènes de ronflement, les connaisseurs savent, et aussi l'apnée du sommeil. Ça rend ainsi le sommeil plus instable et provoque des éveils au cours de la nuit, surtout dans sa deuxième partie. L'alcool est donc à limiter et ça vaut aussi pour la santé et à consommer de préférence le midi. Alors, nous allons passer au goûter, voir les aliments de prédilection pour un goûter réussi. Pour le goûter, vous pouvez opter pour un fruit ou 2 carrés de chocolat noir. Ces aliments vont permettre en effet un apport en glucides via la sécrétion d'insuline et ces glucides vont favoriser la production de sérotonine qui est un neuromédiateur responsable de l'apaisement et du bien-être. Donc ainsi, ces aliments vont nous préparer doucement au sommeil sans pour autant diminuer notre niveau d'énergie. Et vous pouvez également accompagner cet apport en glucides par une petite poignée de fruits secs, par exemple, ou alors de noix et d'amandes qui vont permettre d'apporter du tryptophane, qui est un acide aminé à partir duquel est synthétisée la sérotonine. Et la sérotonine, pour rappel, c'est l'hormone de la nuit. Alors, pour le repas du soir, on va privilégier tout ce qui est féculent et glucides lents, donc les pâtes, le riz, le pain complet ou semi-complet. En fait, ces aliments vont assurer une libération progressive d'énergie tout au long de la nuit et ainsi vous éviter les fringales. Ça a aussi été montré que la consommation de fibres, donc présente dans les fruits et les légumes, augmente la durée de sommeil profond, donc ne vous privez pas. L'apport en protéines, Anne vous l'a déjà expliqué, mais donc n'est pas indispensable le soir. Et s'il y en a un, il vaut mieux privilégier les viandes blanches ou les légumineuses. Pour terminer, Anne vous l'a aussi expliqué, mais le tryptophane, donc c'est un acide aminé précurseur de la sérotonine. Ça agit sur la température corporelle et le sommeil. Vous trouverez du tryptophane dans les bananes, dans le chocolat, dans la volaille, les légumineuses et les yaourts. Nous allons passer maintenant aux tisanes. Les tisanes peuvent constituer une véritable aide à l'endormissement. En premier lieu, parce qu'elles vont instaurer un rituel avant le coucher et que le cerveau va interpréter ce rituel comme un signal du sommeil. Certaines plantes sont à privilégier, évidemment. On notera la valériane, la passiflore, la verveine ou encore la fleur de Bépine, qui sont connues pour leurs propriétés relaxantes et qui vont ainsi aider à l'endormissement. Enfin, comme toute boisson chaude, la tisane va favoriser une baisse de la température interne par un mécanisme d'échange thermique et ainsi boire une boisson chaude déclenche la sudation et va rafraîchir l'ensemble du corps, ce qui va être bénéfique à l'endormissement. Et par contre, une petite recommandation, c'est que parfois il faut faire attention parce que les tisanes ont un effet diurétique. Donc le but, c'est pas non plus de se lever toutes les heures
pour aller aux toilettes la nuit. Donc, il faut faire quand même attention à la quantité à prendre avant d'aller se coucher. Alors, merci beaucoup, Anne. Je vois qu'il y a une seule question sur l'alimentation, donc c'est que nous avons été suffisamment clairs. Il y a une personne qui nous demande ce qu'il en est du fromage et le sommeil. Alors, nous, dans les recherches qu'on a menées pour cette conférence, nous n'avons rien trouvé sur le fromage. Donc, on peut dire que c'est ni un facilitateur de sommeil, ni un empêcheur, entre guillemets. Donc, si vous aimez le fromage, vous pouvez, euh, vous pouvez en consommer même le soir. Alors, nous allons passer à la partie suivante avec l'activité physique. Alors, nous vous posons une nouvelle question, et celle-ci est: pensez-vous que la pratique sportive améliore le sommeil? C'est vrai, la pratique sportive améliore le sommeil. Il existe en effet un lien étroit entre activité physique et sommeil. L'activité physique est indispensable pour l'oxygénation du cerveau et la santé d'une manière générale. Elle agit sur la température du corps et dope le cerveau de substances stimulantes et énergisantes. L'action de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil, sur la chute de la température le soir est d'autant plus marquée que l'organisme était chaud dans la journée. En cas d'activité sportive le soir, comptez au moins 2 heures entre la fin de votre sport et un endormissement possible. Les études ont également montré que la pratique sportive accentuerait la profondeur du sommeil, sa qualité et permettrait un endormissement plus rapide. Donc on y voit vraiment que des bénéfices. Anne va à présent vous expliquer où, quand et comment faire du sport. Alors, pour la question où, tout dépend de votre activité physique. Une pratique en extérieur vous permet en même temps de vous exposer à la lumière du jour, et nous avons vu un peu plus tôt que c'était bénéfique, notamment lorsque vous vous exposez à la lumière dans la matinée. Ensuite, pour la question quand, ça peut être le matin ou l'après-midi, en fonction de votre préférence, de votre forme ou alors de votre emploi du temps. L'effet de l'activité physique est optimal lorsqu'il est pratiqué entre 4 et 8 heures avant le coucher. Donc, par exemple, si l'activité est pratiquée tôt le matin, l'heure de la température corporelle minimale sera avancée et la personne va être fatiguée plus tôt. Et parfois, on entend que l'activité pratiquée en fin de soirée perturbe le sommeil, mais cette affirmation n'est pas vraie pour tout le monde. Certaines personnes n'auront pas de soucis même s'ils pratiquent une activité physique le soir. Et puis parfois, on remarque aussi que les personnes qui travaillent n'ont pas d'autre choix que de faire leurs activités physiques le soir quand ils rentrent du travail. Un conseil qu'on peut donner, c'est que si vous faites de l'activité physique le soir, c'est mieux de privilégier une activité physique qui va faire travailler l'endurance cardio-respiratoire, et qu'il ne faut pas faire non plus un effort violent en activité physique. Parce que là, ça peut avoir des effets sur le sommeil si vraiment il y a eu une grosse intensité cardio-respiratoire. Et concernant la fréquence, généralement, on voit des bénéfices sur le sommeil à partir de 3 à 4 séances par semaine. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à faire de l'activité physique puisque c'est bon pour la santé et en même temps, cela permet d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Alors merci beaucoup Anne pour toutes ces explications. Pour compléter un petit peu ce qu'on disait, on a repéré une question dans le chat, une personne qui nous dit que depuis plus d'un an, il s'endort dans le fauteuil le soir devant la télévision, quel que soit le programme, et elle voudrait savoir si c'est dû au vieillissement. Alors oui, effectivement, on l'a expliqué tout à l'heure, plus on vieillit et plus on va être ce qu'on appelle en avance de phase, donc fatigué plus tôt et réveillé plus tôt également. Ce que je peux vous conseiller pour éviter de vous endormir dans votre fauteuil, parce qu'il n'y a rien de mieux que de s'endormir dans son lit, ça va être d'aller vous mettre au lit plus tôt et de respecter votre train du sommeil. Quand vous sentez les premiers signes de fatigue, allez vous mettre dans votre lit et endormez-vous tranquillement. Donc maintenant que ce point est fait, je voulais vous poser une question. On en a déjà un petit peu parlé, mais à votre avis, les écrans sont-ils les faux amis du sommeil? Effectivement,
Les écrans émettent une lumière bleue qui va perturber notre horloge biologique et va ralentir la production de mélatonine. Le résultat est que l'endormissement va être plus difficile, le rythme va être perturbé et vous allez ainsi souffrir de troubles de sommeil. Donc, si on peut vous donner un conseil, c'est d'essayer d'éviter les écrans 1 heure avant d'aller dormir et si cela est possible, de ne pas prendre votre téléphone ou votre tablette avec vous dans la chambre. Et de ne pas regarder la télé non plus, ni dans la chambre, ni dans le salon, 1 heure avant d'aller dormir. Alors pour terminer, on souhaitait vous parler des troubles du sommeil. En médecine du travail, 20 à 40% des salariés, donc ce qui est vraiment considérable, se plaignent de leur sommeil avec pour principale conséquence la somnolence et la baisse de vigilance. Ces notions sont bien différentes. La somnolence désigne une difficulté à se maintenir éveillé. C'est un état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil, pardon. Cette somnolence peut être subtile et l'endormissement fulgurant. Elle est souvent ignorée des personnes, en particulier chez les sujets très actifs qui ne perçoivent pas qu'ils s'endorment alors même qu'ils accomplissent une tâche où l'endormissement peut être fatal, type la conduite automobile. Anne vous le dira, mais vraiment, ça fait partie des principales causes des accidents de la route. Et la vigilance désigne quant à elle l'état de réactivité à l'environnement dans lequel on se trouve quand on est éveillé. Alors, nous avons une nouvelle question pour vous, qui est: pensez-vous que vous souffrez des troubles du sommeil? Est-ce qu'en France, une personne sur 3 est concernée par les troubles du sommeil? Et c'est pour cette raison que c'est devenu un enjeu majeur de santé publique. Alors, ces troubles du sommeil, on peut les expliquer par 4 grands facteurs. En premier lieu, il y a le facteur psychologique. On sait tous que quand on ressent du stress, de l'anxiété, de la dépression, un choc émotionnel, peuvent venir complètement perturber la qualité de votre sommeil. En deuxième lieu, il y a le facteur physiologique, un repas trop riche, la prise de certains médicaments, comme les corticoïdes par exemple, une activité physique trop intense le soir, un excès de caféine ou d'alcool dans la journée, vont venir également perturber votre sommeil. En troisième lieu, il y a le facteur environnemental. Donc là, on va plus s'attarder sur la chambre, le bruit, la chaleur, la luminosité, une mauvaise literie ou encore un travail de nuit va venir perturber votre sommeil. Et enfin, le facteur pathologique, il ne faut pas le négliger non plus, parce qu'une fièvre, de la migraine, une fatigue chronique peuvent également expliquer ces troubles du sommeil. Rentrons un peu dans les détails. Anne, peux-tu nous expliquer quelques troubles du sommeil? Alors oui, dans les troubles du sommeil, il y en a plusieurs. Tout d'abord, on a le syndrome d'apnée du sommeil qui lui, touche 4% des Français et qui se définit par, des interruptions, répétitives de la respiration au cours du sommeil. La personne qui va être en manque d'oxygène, va se réveiller la nuit pour reprendre sa respiration. Ces micro-réveils dont la personne n'a pas toujours conscience vont empêcher la personne d'atteindre les stades 3 et 4 du sommeil. Et on remarque que ce syndrome, va être favorisé par l'obésité et associé à une importante morbidité cardiovasculaire. Donc, les personnes qui souffrent de ce syndrome vont avoir parfois de l'hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque et parfois même un accident vasculaire cérébral. Donc, les signes évocateurs de ce syndrome vont être des somnolences diurnes excessives, ça peut être également des ronflements très bruyants ou encore des arrêts respiratoires. Les arrêts respiratoires, il faut qu'ils soient compris entre 10 et 30 secondes et qui ait lieu 5 fois par heure. Donc la personne va avoir tendance à avoir le sentiment de ne pas avoir récupéré quand elle va dormir et pourra avoir des troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi une irritabilité. Ensuite, comme autre trouble, nous avons le syndrome des jambes sans repos. Les personnes qui souffrent de ce syndrome vont avoir des sensations de fourmillement ou de douleur dans les membres inférieurs. Et la personne va avoir le besoin irrésistible de se lever pour marcher.
Donc, c'est un syndrome qui est souvent associé au syndrome de mouvement périodique des jambes, qui se manifeste par une extension du gros orteil, une flexion du pied, du genou ou de la hanche. Et ces syndromes vont apparaître de façon rythmique toutes les 5 à 90 minutes. Ensuite, comme autre trouble du sommeil, nous avons l'avance de phase, qui est un besoin irrésistible de sommeil avant l'heure de coucher et un réveil précoce. Ensuite, nous avons le retard de phase, qui lui, à l'inverse, va montrer une insomnie d'endormissement et provoquer un réveil tardif. Ensuite, pour finir, un autre trouble, on a la boulimie, qui est encore appelée hyperphagie nocturne. Donc, ce syndrome est classé dans la catégorie des troubles de l'alimentation, puisque la personne va avoir une envie compulsive de se lever pour manger durant la nuit, sans être capable de réfréner cette envie. On parle alors de compulsion boulimique. La personne va pouvoir être consciente durant cette phase, ou alors va se trouver dans un état somnambulique. Alors, pour compléter ce que disait Anne, il existe aussi plus couramment les cauchemars, qui sont des rêves désagréables, angoissants, effrayants, qui peuvent aller jusqu'à nous réveiller. L'hypersomnie, qui est un trouble neurologique rare, qui induit une somnolence diurne excessive et persistante. Et enfin, la narcolepsie, peu répandue aussi, qui induit un temps de sommeil excessif et surtout, très handicapant, des endormissements involontaires à des moments inadaptés. Alors, ces troubles du sommeil vont avoir de nombreuses conséquences et Anne va vous les expliquer. Le manque d'un sommeil a de nombreuses conséquences. Tout d'abord, on remarque que la personne peut souffrir de diminution des capacités d'attention, de concentration et d'apprentissage. Et pour information, 30% des accidents de la route sont dus à des troubles de la vigilance. Et la fatigue et la somnolence vont être en cause dans de nombreux accidents du travail également. Ensuite, il y a aussi les troubles de l'humeur et du comportement. On peut noter également la prise de poids, car la personne va sécréter la leptine, qui est une hormone, ne va pas bien sécréter la leptine, qui est une hormone qui fait disparaître la sensation de faim et augmenter la dépense énergétique. Donc, au contraire, la personne va donc augmenter sa sécrétion de gréline, qui est une hormone qui stimule l'appétit. Et donc, la personne va avoir tendance à avoir davantage faim et à avoir une appétence pour les aliments gras et sucrés. Ainsi, on remarque que les personnes qui souffrent d'un manque de sommeil vont avoir 4 fois plus de risques d'être obèses que les personnes qui n'en souffrent pas. Et puis, on voit également que les conséquences du manque de sommeil vont avoir une augmentation une augmentation de la vulnérabilité vis-à-vis des infections. Donc, les personnes qui ont un manque de sommeil vont avoir tendance à être malades plus facilement que les autres. Alors, pour aller plus loin, de nombreuses études ont montré que dormir moins de 6 heures par jour est associé à un risque plus élevé d'obésité, de diabète de type 2, d'hypertension, de pathologie cardiaque. Et ça a aussi été montré que dormir moins de 6 heures réduit la vigilance au cours de la journée, augmente l'irritabilité. On a tous remarqué que quand on n'avait pas assez dormi, il fallait nous prendre avec des pincettes et ça perturbe la qualité de vie et de travail. Donc, il faut surtout pas prendre ces troubles du sommeil à la légère et on le dira jamais assez, mais il faut pas hésiter à en parler à un professionnel de santé. On va faire un petit point très rapide sur les insomnies parce que je vois que l'heure tourne et qu'on est quasi arrivé au terme de notre conférence. Donc, on voulait faire un petit zoom sur les insomnies qui sont un trouble très courant. Donc, des insomnies, ça peut être soit une difficulté d'endormissement, soit des réveils multiples au cours de la nuit ou encore des réveils précoces. Et on peut voir que les insomnies sont très souvent associées au psychique parce que le stress et la dépression vont être très souvent impliqués dans ce trouble. Anne, je crois que tu avais quelques conseils pour les insomniaques.
Alors oui, en cas de réveil nocturne prolongé, il ne faut pas hésiter à vous lever et à vous adonner à des activités reposantes, comme par exemple lire, écouter une musique douce, le tout dans une ambiance lumineuse douce, jusqu'à ce que le sommeil revienne. Parfois, les troubles sont trop handicapants au quotidien et dans ce cas-là, une consultation dans un centre de sommeil peut être nécessaire et vous éviter de tomber dans la spirale des somnifères ou alors d'en sortir. Dans chaque département, il y a des centres spécialisés sur le sommeil. Par exemple, vous avez le centre de sommeil à Chantilly, Senlis ou encore Amiens. Et il est important de préciser également que les somnifères doivent être prescrits par un médecin et qu'il ne faut jamais en prendre sans prescription médicale. On a parfois tendance à penser que les somnifères qui sont en vente libre sont sans danger. Parfois même, on a tendance à augmenter les doses pour augmenter leur efficacité, mais c'est vraiment à tort, hein. Ces produits ont de très nombreux effets secondaires et peuvent induire des troubles plus graves. Donc, avant de penser aux somnifères, pensez aux astuces pour mieux dormir, comme par exemple la luminothérapie, la relaxation, le yoga ou encore la sophrologie. Alors, pour résumer, voici les éléments qui doivent attirer votre attention. Si vous en vivez au moins un, on peut faire le test ensemble. N'hésitez pas à en parler à votre médecin pour faire le point avec lui. Donc, par exemple, vous avez du mal à vous endormir, vous vous réveillez trop tôt, ou encore vous êtes fatigué le matin, vous vous réveillez au cours de la nuit plusieurs fois. Ce n'est pas normal, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Alors maintenant qu'on a parlé de tout ça, Anne va faire le point pour vous offrir une nuit de rêve. Alors oui, comment s'offrir une nuit de rêve? Il y a plusieurs petits critères à respecter, comme par exemple se lever et se coucher à des horaires réguliers, profiter au maximum de la lumière du jour, notamment dans la matinée, pratiquer une activité physique, avoir des activités intellectuelles, manuelles ou encore sociales, limiter la sieste à 10-15 minutes par jour et enfin se relaxer en fin de journée. Pour compléter, donc on a vu l'importance d'avoir un repas du soir équilibré, ni trop riche, ni trop léger. Est important également de limiter l'alcool et les boissons caféinées au cours de la journée, de se coucher dès les premiers signes du sommeil, même si votre conjoint ou votre conjointe n'est pas fatigué. Et enfin, on va répondre, à des interrogations par rapport à la chambre. Il faut essayer d'avoir la chambre la plus calme possible, aérée, chauffée très légèrement, entre 16 et 19 degrés. Il vaut mieux ne pas avoir le chauffage trop fort dans sa chambre, mais rajouter des couvertures que l'inverse. Et il faut faire attention, un point très important, ça va être la literie. Il y a une personne qui nous posait la question tout à l'heure dans le chat. Effectivement, la literie, elle doit être adaptée à chaque personne. Il faut la changer environ tous les 10 ans parce qu'elle va avoir tendance à s'abîmer avec le temps, peu importe la qualité du matelas initial. Et aussi un point qui est très important, même si on les aime beaucoup, nos animaux, c'est vraiment préférable qu'ils dorment en dehors de notre chambre parce que comme nous, en fait, ils ont un rythme biologique, ils ont un rythme circadien et ils ne vont pas forcément être fatigués au même moment que vous et ils risqueraient de vous réveiller. Enfin, pour terminer, il faut essayer d'avoir la chambre la plus obscure possible et la plus silencieuse. J'avais déjà repéré une petite question à laquelle répondre parce que ça y est, nous en avons terminé de notre conférence. Alors, il y a une personne qui nous demandait si on peut stimuler la mélatonine sans apport extérieur. Alors, effectivement, tout à l'heure, on vous a expliqué comment la sécrétion de mélatonine fonctionnait. En fait, ça démarre à partir de 17h et progressivement, avec la baisse de la lumière du jour naturelle, on va en produire de plus en plus. Alors, ce qu'on vous conseille à partir
de la soirée, c'est de ne pas vous exposer à des lumières trop vives et naturellement, vous allez pouvoir en synthétiser. Je pense que cette question peut être aussi complétée par les apports en mélatonine sous forme de compléments alimentaires. Moi, j'aurais qu'un seul conseil à vous donner, c'est de vous renseigner auprès de professionnels de santé qui sauront vous conseiller par rapport à ça et trouver, enfin, savoir si c'est adapté et puis trouver le dosage idéal pour vous aider à retrouver le sommeil. Alors, je vois également Paulette qui nous dit qu'elle a toujours eu un mauvais sommeil. Elle se pose la question de savoir si c'était pas dû à son enfance, puisqu'elle luttait pour ne pas s'endormir de par la peur de son père qui était absent la nuit et la maison elle était très isolée. Donc effectivement, hein, on a vu que le sommeil avait un lien avec le psychisme et ça se peut très bien que vous ayez ça, gardé ça en mémoire. Et je pense qu'il faut pas hésiter à en parler à votre médecin traitant, qui peut vous orienter vers, d'autres professionnels de santé. Et puis parfois d'en parler, ça peut faire du bien et ainsi vous pourrez, retrouver peut-être, un sommeil de meilleure qualité. Tout à fait, Anne, et essayer aussi de se créer ses propres rituels avant d'aller se coucher pour essayer de se rassurer et de vivre une nuit la plus sereine possible. On va répondre à 2 dernières petites questions. Hem, Savoir si les fruits riches en vitamine C le soir empêchaient de dormir. Alors effectivement, on n'en a pas parlé dans les «empêcheurs de sommeil» entre guillemets, la vitamine C, c'est beaucoup moins fort que la caféine. Donc à moins que vous soyez très, très sensible, à cette vitamine, il y a pas de contre-indication à manger, des fruits chargés en vitamine C tels que les kiwis ou les oranges, le soir. Et pour terminer, Anne, je vais te lire une question à laquelle je pense que tu sauras répondre. On parle de lumière du jour plusieurs fois par jour. Et justement, on a une question sur les appareils de luminothérapie, savoir s'ils sont efficaces et conseillés. Alors oui, ils peuvent être, conseillés. Leur efficacité, ça va dépendre des personnes, mais il faut vraiment pas hésiter, à faire un test. Ça peut être, d'une grande aide pour certaines personnes. Alors merci beaucoup, Anne, et nous tenons vraiment à vous remercier pour votre attention. Nous espérons que cette conférence vous a plu. Je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne soirée. L'ensemble de l'équipe de la CCMO et de la Mutualité française Hauts-de-France, vous remercie pour, votre participation à cette conférence en ligne et vous souhaite une bonne soirée.